Dans cette partie, on s'intéresse à une transformation qui est très fréquemment faite par les psychologues et les neuropsychologues, qui est une transformation, une double transformation qui consiste à choisir à la fois son origine et à la fois son échelle sur les mesures psychologiques qu'on manipule. On va voir ce que ça signifie. Ces transformations sont résumables au fond par une expression mathématique très simple que vous connaissez bien, qu'on appelle la transformation linéaire. Quand on fait passer un test, le premier résultat qu'on obtient est ce qu'on appelle un score brut. Et ce score brut, s'il fait par exemple le compte d'un certain nombre de sous-épreuves qui ont été réussies, il peut vraiment s'étaler sur une échelle qui est propre au test et qui peut être quelconque d'un test à un autre. Il peut être intéressant pour des raisons de communication du test ou de manipulation ou de facilité d'usage avec des habitudes que l'on a de certains types d'échelles, de transformer ces scores bruts pour les amener sur une échelle qui est plus familière pour le praticien. En particulier, il peut être amené à multiplier les scores bruts par une certaine valeur A, puis à ajouter une certaine constante B, de sorte que la mesure finale ait certaines propriétés qui soient intéressantes. En particulier, les tests d'intelligence, qui sont de moyenne 100 et d'écart type 15, sont des tests dont les deux propriétés de moyenne et d'écart type ont été obtenues précisément par une transformation qui a exactement cette forme-là qu'on appelle une forme linéaire. On va revoir ensemble comment ce type de transformation peut avoir un impact à la fois sur la moyenne de données qui sont transformées ainsi, à la fois sur l'écart type des données qui sont transformées ainsi, et à la fois sur les densités, si les données sont issues par exemple d'une loi normale. Et ça va nous aider à comprendre le format que prennent certaines statistiques à l'issue de transformations de ce type-là. Dans l'atelier qui suit, c'est très exactement ce qu'on fait. Dans l'atelier qui suit, on peut non seulement tirer un certain nombre d'observations dans une distribution normale avec une moyenne fixée et un écart type fixé. Ici, je vous propose de garder 100 et 15 pour poursuivre sur ce format qui nous est familier. Mais on peut aussi, une fois qu'on a tiré ces 500 valeurs dans une loi normale de moyenne 100, vous voyez la valeur 100 est indiquée par ce trait vertical orange ici. L'écart type 15 est indiqué par le segment horizontal ici qui est exactement de longueur 15 ici. Et puis on a une forme de loi normale qui correspond très exactement à ce que nous avons défini ici. On peut, à l'issue d'un tirage de 500 valeurs dans cette distribution, on peut décider de provoquer une transformation des données obtenues, soit en les multipliant toutes par une certaine valeur, soit en ajoutant une constante, soit en faisant les deux à la fois, autrement dit, en opérant une transformation complète de la forme AX plus B. C'est ce qu'on fait dans cet atelier. Déjà, on peut remarquer que sans transformation aucune, vous voyez qu'ici, par défaut, c'est réglé à une multiplication par 1 et à l'ajout de 0, autrement dit, on ne change rien, il n'y a pas de transformation dans ce premier réglage. Quand on tire à de multiples reprises dans une telle loi, on observe en effet que la moyenne d'échantillons, c'est-à-dire la moyenne prise et calculée sur les 500 observations tirées, tourne bien autour de 100. Ça n'est pas exactement 100 car nous l'observons cette moyenne sur un petit échantillon de 500 valeurs seulement, donc elle ne peut pas être exactement égale à la moyenne vraie de population que nous avons réglée ici en arrière-plan dans le calculateur, mais elle tourne autour de 100, et l'écart type, lui, tourne autour de 15, qui correspond au réglage de population que nous avons fait ici. Ce qu'on nous demande d'observer dans la toute première question, c'est comment, au fond, cette valeur centrale que nous supposons, de 100 pour la moyenne et de 15 pour l'écart type, ces valeurs centrales eh bien, sont affectées par la taille de l'échantillon. Par exemple, si je ne prends que 50 valeurs, je vais observer que, certes, la moyenne d'échantillon petite m tourne autour de la valeur 100, mais avec une fluctuation qui est beaucoup plus importante que quand je prends 10 fois plus d'observations, par exemple 500. Là, on est vraiment plus proche à la fois de 100 et de 15, et si j'en prends 5000, ce sera encore plus notable. Il y a bien une fluctuation d'échantillonnage, bien sûr, nous sommes toujours dans une observation sur un échantillon de taille restreinte, de taille finie. Par contre, on voit à quel point la dispersion des valeurs qui sortent à chaque fois ici est moins importante quand la taille de l'échantillon est plus importante. C'est juste une manière de vous faire retoucher du doigt la notion d'erreur d'échantillonnage, que ce soit ici sur la moyenne ou sur l'écart type de la distribution. Donc on voit que M fluctue autour de mu, d'autant plus que l'échantillon est
petit. C'est le principe de l'erreur d'échantillonnage. Si on passe notre souris sur le point qui se trouve ici, juste en haut de la courbe, eh bien, l'interface affiche la densité correspondante. Attention, ne confondez pas la densité avec la probabilité. Nous sommes vraiment dans une représentation en densité ici. Les probabilités en tant que telles sont à lire comme des surfaces sous la courbe, ça n'est pas ce que nous faisons ici. Là, on lit vraiment la valeur sur la courbe elle-même. 0,0266, c'est la densité de probabilité qui correspond à une valeur de 100 dans cette loi normale. C'est la densité la plus élevée que nous puissions observer. Et ensuite, on nous demande de transformer cette loi normale, qui est pour l'instant une loi normale de moyenne 100 et d'écart type 15, nous demande de transformer, alors pas tant la loi normale que les données qui en sont issues, en multipliant systématiquement toutes les valeurs qui sont tirées dans cette loi par 2. Le graphique se remet à jour, et en se remettant à jour, vous voyez que l'axe des X et son échelle, mais aussi l'axe des Y et son échelle se sont remis à jour, et j'en prends la mesure, surtout pour l'axe Y. Si à nouveau je vais regarder la valeur de densité maximale, cette fois-ci, la densité maximale est à 0,0133, c'est-à-dire la moitié de 0,0266 que nous avions tout à l'heure. En élargissant ici, par une multiplication par 2, l'étalement de la distribution, en multipliant par 2 sa dispersion, nous avons réduit par 2 sa densité. Et on pourrait faire cette vérification que toutes les densités le long de la courbe se sont trouvées divisées par 2 par cette transformation. Donc, on n'est pas très surpris puisque nous savons bien que la surface sous une courbe de densité est toujours égale à 1. Mécaniquement, si j'élargis cette distribution, alors je dois diminuer les densités pour que la surface soit préservée. Mais on le retrouve ici dans cette manipulation. Donc on voit que la densité est devenue 2 fois plus petite quand les unités sont devenues 2 fois plus grandes sur l'axe horizontal. Maintenant, si on fait une transformation qui, au-delà de la multiplication par 2, ajoute 10 points à toutes les notes. Cette fois-ci, quand on clique plusieurs fois sur tirer, on observe que la moyenne de cette distribution tourne autour d'une valeur qui n'est plus 200 ici, mais 210. Et l'écart type de cette distribution tourne autour d'une valeur ici qui n'est plus de 15, comme initialement, mais de 30. Vous notez que tout à l'heure, alors que nous n'ajoutions pas de valeur particulière, nous multiplions par 2. Lorsque je tire plusieurs fois, je m'en aperçois. Je vois que l'écart type tourne autour de la valeur 30. L'écart type a été affecté par cette multiplication. Il se trouve multiplié par 2 lui aussi. Par contre, quand j'ajoute 10 points en plus à toutes les notes, assez étrangement, bien que la moyenne se trouve augmentée de 10 points aussi, elle est affectée à la fois par la multiplication par 2 et par l'ajout de 10 points, l'écart type, lui, semble assez étrangement tourner autour de 30, c'est-à-dire 2 fois sa valeur initiale de 15. L'addition de 10 points ne semble pas avoir eu d'impact sur sa valeur. Ici, on va revenir sur ce point tout de suite, mais nous notons que notre moyenne vraie sous-jacente a l'air d'être 210 et notre écart type vrai a l'air d'être 30, un peu comme si l'ajout de 10 points n'avait pas eu d'impact sur l'écart type quand il en a très clairement sur la moyenne. Essayons une autre transformation pour prendre la mesure de ces différents impacts. Par exemple ici, je multiplie toutes les notes par 3 et j'ajoute 20 points à tout le monde. Et je vois que, en particulier en tirant plusieurs fois des échantillons, je vois que la moyenne a l'air de tourner autour de 320, c'est ce qui est indiqué par le trait vertical orange ici, et que l'écart type, lui, a l'air de tourner autour d'une valeur qui est de 45. Si c'était le cas, ce serait 3 fois le 15 que nous avions à l'origine dans la population mère. Là encore, tout se passe comme si l'ajout de 20 points supplémentaires n'impactait que la moyenne et pas l'écart type. 320 et 45 semblent être les nouveaux paramètres vrais de cette distribution transformée. D'une façon générale, nous avons l'impression à travers ces manipulations que la nouvelle moyenne que nous obtenons après transformation des données eh bien, est impactée exactement de la même façon que ce que nous imposons aux données, c'est-à-dire elle se trouve multipliée par la constante multiplicative A que nous avons choisie ici, et on la voit augmenter d'un nombre de points qui correspond à l'addition que nous faisons ici. D'une façon générale, sur l'écart type, par contre, tout se passe comme si seule la multiplication avait l'air d'avoir un impact.
Le plus b, quant à lui, n'impacte pas le nouvel écart type qui résulte de cette transformation sur les données. Maintenant, essayons de généraliser un tout petit peu, maintenant que nous avons compris ça. Dans une transformation des données de la forme x plus b, la moyenne se trouve transformée exactement de la même manière, a mu plus b. Par contre, l'écart type ne se trouve affecté que par la multiplication par a. Eh bien, on va voir un cas particulier de transformation ici qui est très fréquent en psychologie et très répandu, et que nous allons donner sous une forme qui ne fait pas apparaître à l'évidence qu'il s'agit d'une transformation de type ax plus b, mais regardez bien. Si à toutes les notes x, je soustrais 100 et que je procède à une division par 15, que suis-je en train de faire? Je suis en train de faire ce que l'on appelle en psychométrie une standardisation des données, c'est-à-dire que j'ai soustrait la moyenne des données et j'ai divisé par son écart type. On peut s'amuser à créer cette transformation dans l'interface, même si ça ne se voit pas immédiatement, mais x moins 100 sur 15 peut aussi être écrit sous une forme ax plus b. Au fond, avec cette transformation x moins 100 sur 15, c'est comme si j'avais multiplié x par 1 sur 15. Divisé par 15, c'est la même chose que de multiplier par 1 sur 15. Et ensuite, je soustrais 100, attention, divisé par 15, puisque la division par 15 affecte bien évidemment la valeur moins 100 qui se trouve au numérateur. Donc dans l'interface, je peux réussir à traduire cette transformation dite de standardisation en utilisant le truc suivant. La multiplication va avoir lieu par 1/15e. Ici, l'interface est capable de comprendre les écritures symboliques, hein, les expressions fractionnelles par exemple. Et puis, je vais ajouter, du coup, dans cette transformation, quel est le plus b? Ça n'est pas seulement moins 100, mais moins 100 sur 15, puisque la division par 15 vient affecter également cette constante de moins 100. Donc ici, moins 100 sur 15 est le plus b de cette transformation. Voilà comment on peut réécrire une standardisation, soustraire la moyenne divisée par l'écart type, en multipliant par une constante bien choisie et en ajoutant une constante, en l'occurrence négative, bien choisie. Et quand on tire de manière répétée des échantillons dans une population de données qui transforme toutes les données systématiquement par cette opération, je constate en effet que, en moyenne, ces données tournent autour de 0 et que, en moyenne, leur dispersion est de 1. C'est la propriété principale de cette transformation dite de standardisation que vous avez déjà rencontrée dans de multiples disciplines. Donc ici, la nouvelle moyenne et le nouvel écart type de ces données transformées sont 0 et 1. Si on fait la même opération avec une population de moyenne initialement 50 et d'écart type 10, ce choix particulier de moyenne 50 et d'écart type 10 est par exemple un choix qui est très souvent fait pour étalonner les tests en psychologie clinique par exemple, et que on cherche à opérer cette transformation de standardisation dans ce nouveau cas, c'est-à-dire cette fois-ci x moins 50 divisé par 10, eh bien, on procédera à l'application du même petit truc ici. Moins 50 sur 10 sera la nouvelle constante à soustraire pour obtenir le plus b de cette transformation particulière à x plus b. À nouveau, nous constatons que m tourne autour de 0, s tourne autour de 1. Autrement dit qu'en arrière-plan, il y a bien une moyenne vraie de 0 et un écart type vrai de 1 qui fonctionne. C'est une manière de vous faire toucher du doigt et de vous rappeler les propriétés principales de cette transformation très particulière qu'est la standardisation. Le passage par la transformation linéaire n'était qu'un passage pédagogique pour vous amener à cette prise de conscience essentiellement sur la standardisation, car c'est sur elle que je voudrais me concentrer maintenant.